Bien, écoutez, on va donner la parole à Emmanuel Chartier-Kessler, qui a une difficile tâche de faire deux topos de suite. Donc ça sera peut-être après le premier, puisque je vous rappelle que Christian Saucine, qui est professeur d'urologie à Strasbourg, n'a pas pu venir pour un problème de TGV, même s'il avait une voiture interne, il n'a pas eu le courage de raconter la route. Et on va donc parler tout à l'heure, je vous ai évoqué les mini-bandelettes, et c'est un sujet plus simple. C'est vrai que faire du ambulatoire. Donc, Emmanuel va remplacer Olivier sur ses diapositives. Et ensuite, peut-être, on fera une courte discussion sur ce sujet. Puis ensuite, on donnera la parole à Emmanuel lui-même pour qu'il nous fasse part de l'expérience de la piquée salpêtrière, notamment, et même de la France entière, sur le sphincter artificiel dans la population mineure. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers académiciens, chers collègues. Donc, je remplace Christian Saucine. Je vais évidemment pas voir toutes ces diapositives, mais si on avait choisi ce sujet dans cette table ronde, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, le QTEL nous pousse beaucoup à développer l'ambulatoire. Il se trouve que le sujet de la continence sur un effort a au départ été en partie développé pour les techniques simples sous anesthésie locale. Donc ça va être l'occasion de revoir un petit peu très rapidement qu'est-ce qu'on peut faire sous local, quel est l'état des lieux selon les pays, et puis la place de l'ambulatoire dans ces techniques-là. Et comme on a la chance d'avoir Xavier Desfieux et Luc Lenormand, ils auront sûrement des commentaires à ajouter à une présentation que je vais raccourcir. Les bandelettes, est-ce que ça peut se faire sous anesthésie locale? La réponse est oui. Vous avez un résumé sur cette diapositive de ce qui a été dit tout à l'heure. Si on la remet, c'est entre autres pour vous rappeler que la première publication, ou des premières publications, était faite, et vous voyez le titre, en ambulatoire et sous anesthésie locale. Les autres techniques de chirurgie d'incontinence, que sont notamment sphincter dont je vais parler après, ne sont pas du tout envisageables sous anesthésie locale pour l'instant. En revanche, peuvent être faites sous anesthésie locale d'autres techniques dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, hormis pour ce sujet d'ambulatoire, qui sont des traitements alternatifs de l'insuffisance sphinctérienne, sujet dédié au sphincter urinaire artificiel. Et ces techniques de ballon, qui se mettent par voie percutanée, peuvent se faire sous anesthésie locale tout à fait, de même que les agents de comblement, qu'on appelle bulking agents en anglais, qui sont ces produits qu'on injecte sous la muqueuse urétrale, qui vont venir renforcer le tonus du sphincter et qui, eux, peuvent tout à fait être faits sous anesthésie locale. Alors, donc j'ai dit, il y a trois techniques qui peuvent être faites sous anesthésie locale, et c'est quand même intéressant, toujours l'histoire, parce que vous prenez ce papier de 95, quand vous regardez dedans, il y a deux segments de phrases qu'on peut reprendre. Un qui est que dans cet article, il décrivait cette technique sous l'anesthésie locale, on va voir tout à l'heure également qu'il décrivait non seulement sous l'anesthésie locale, mais en chirurgie ambulatoire. Alors, est-ce que l'anesthésie locale est très utilisée? Alors ça c'est amusant parce qu'il y a vraiment des facteurs de pays. Vous voyez dans cette étude japonaise, c'est 91% des patientes qui étaient faites sous anesthésie locale, avec un petit contingent sur anesthésie. Juste avant de poursuivre sur ce sujet, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait du sujet, quand la bandelette a été développée, type TVT puis ces deux alternatives, elle a été développée avec l'idée de tendre ou de soutenir la bandelette en la réglant en faisant tousser la patiente sur table. Ce qui voulait dire que soit on l'endormait, on la réveillait au moment de tendre la bandelette, soit on la faisait complètement sous anesthésie locale pour la faire tousser au moment de la mise en place. Ce test à la toupe péropératoire a été rapidement battu en brèche et globalement n'est plus fait parce qu'on sait que la bandelette, elle ne doit même pas être tendue, elle doit être posée. Donc c'est quand même réglé. Mais donc ça explique aussi pourquoi au départ ça a été fait sous local à une époque où on n'utilisait pas tant la locale que ça en chirurgie forcément. Alors autre pays, et ça on n'est pas étonné, les pays scandinaves, très pro de l'anesthésie locale, 94% dans cette terrible TVT. Alors regardez que c'est quand même sur 9000 patientes. Hein. Donc c'est vraiment une stratégie nationale que de faire cette technique sous anesthésie locale. La France, c'est l'inverse. Hein, c'est 11% d'anesthésie locale. Alors on ne sait pas si c'est le chirurgien qui veut être confortable ou si c'est l'anesthésiste qui veut absolument endormir la patiente, parce que les facteurs de cotation au secteur libéral peuvent jouer. Mais en tout état de cause, l'anesthésie locale en France n'est pas énormément promue pour cette chirurgie-là. Et si on fait sous anesthésie locale, il faut s'intéresser à la perception par la patiente de la douleur. Et sur cette étude qui rapporte l'EVA de 1 à je ne suis pas douloureuse à 10, je suis douloureuse, donc quelle que soit la technique, globalement, l'anesthésie locale est bien tolérée en termes d'échelle visuelle analogique post-opératoire. Donc, anesthésie locale dit quel est le souhait des patientes. Est-ce que les patientes le souhaitent? Je pense qu'on ne peut pas savoir si elles le souhaitent tant qu'elles n'ont pas vécu. En revanche, un certain nombre de patients peuvent avoir peur d'anesthésie locale, notamment, et ce qui a été rapporté dans certaines études, par la peur d'être consciente ou d'avoir eu des anesthésies locales pour d'autres choses dans le passé, d'en garder un mauvais souvenir, ce qui est effectivement un facteur important dans le choix de l'anesthésie locale. Je passe sur la douleur.
Et en revanche, comme aujourd'hui on a beaucoup de modèles de bandelettes, le TVT, le TOT, les mini-bandelettes, est-ce que certaines bandelettes peuvent plus être faites sous anesthésie locale? Et ça peut être l'intérêt de développer les mini-bandelettes qui sont actuellement très peu utilisées en France parce que peu validées. Mais effectivement, les bandelettes, alors la Just, elle n'existe plus, elle a vécu, le TVT Secure, il a vécu aussi. Tout ça sont des études des produits qui ont montré qu'ils ne marchaient pas. Mais au total, effectivement, ils étaient faits sous anesthésie locale. Et je pense qu'ils ne marchaient pas plus parce que leur principe de tenue de fixation faisait que la bandelette ne tenait pas plus que par l'anesthésie locale elle-même. Maintenant, l'efficacité par rapport à l'anesthésie, parce que si on fait sous local, c'est bien. On a vu que la mini-bandette, a priori, ça ne marche pas très bien. Mais est-ce que si on fait sous local, on fait aussi bien que si on faisait sous l'anesthésie générale? Alors, si on prend des vieux papiers ou des études qui ont été faites à l'époque où on tendait la bandelette en faisant l'épave à la toux, on va trouver probablement que c'est un facteur négatif que de faire sous l'anesthésie locale, parce qu'on avait vu que la tension à la toux faisait qu'on tendait trop et qu'on avait des complications. En revanche, effectivement, il y a quelques travaux qui semblent montrer que, alors ça c'est la question, faut-il faire le test? Donc du coup, la locale permet de faire le test et il semble montrer une légère amélioration de faire sous anesthésie locale avec le test à la toux. Mais globalement, soit il n'y a pas de différence, soit surtout, et c'est ça la conclusion, il ne faut plus faire le test à la toux. Alors, je poursuis pour aller sur les autres techniques, les ballons péri-rétro. J'ai la chance d'avoir en France été dans ceux qui ont pu évaluer ces techniques-là assez tôt. Les ballons péri-rétro, Loïc en met également, ils ne sont pas remboursés en France. Ils sont actuellement dans un PHRC pour les comparer au sphincter artificiel. C'est une technique d'actualité qui est l'objet d'un PHRC dans lequel le ministère a mis 700 000 € pour 300 patientes qui vont être randomisées depuis le mois de juillet pour comparer les ballons au sphincter. Donc c'est vous dire que c'est un sujet d'actualité. Mais toujours est-il que pour ces patients de plus de 80 ans qui ne sont pas candidates au sphincter, on peut mettre ces ballons sous anesthésie locale pure, ce qui est très intéressant chez ces dames-là. Et c'est notre pratique actuellement. Plus jeunes, elles ont quand même une certaine sensibilité qui fait que la locale dans la région du vagin et de la vulve n'est pas toujours très bien tolérée. Mais je serais ravi d'avoir l'opinion de Loïc qui a aussi la même expérience. Quant aux injections périurétrales, les comblements, ça peut se faire sans aucun problème sous anesthésie locale, même si ce n'est pas toujours facile à faire sous local parce que les patients ont tendance à bouger. Deuxième sujet qu'avait à traiter Christian Saucine, c'est l'ambulatoire. Est-ce que toutes ces techniques peuvent se faire en ambulatoire? Alors la réponse est assez simple. Si on se réfère toujours à ce même papier qui était le papier Princeps, oui, le TVT, l'intravaginal stingplasty, ça peut se faire en ambulatoire. Et aujourd'hui, quelles que soient les publications, et je pense que c'est la pratique de tous, sauf contre-indication anesthésique ou sociale à l'ambulatoire, c'est fait en ambulatoire. Les patients rentrent le matin et sortent le soir. Quelle est la contrainte? Il faut qu'elles aient uriné. Et ce n'est pas le fait de le faire sous local qui fait que c'est fait en ambulatoire, mais c'est le fait que la technique ne nécessite pas plus que de rester quelques heures pour avoir uriné avant de rentrer. Une condition d'ambulatoire, probablement pas de rachianesthésie, qui perturbe la reprise mictionnaire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les données de l'ATI, donc les données du codage français, rapportées par Ben Sadoun, notre collègue urologue ancien BICES3, Canet et maintenant bordelais. Vous regardez les TVT de 2010 à 2015, vous voyez qu'on est passé de 31 000 à 6 002. Les TOT de la même période sont montés. Vous voyez l'inversion d'utilisation de la bandelette rétropubienne et obturatrice, effet de mode. Mais vous voyez également que pour ce qui est de l'ambulatoire, on a un taux, un DS égale 0, durée de séjour, très notable en ambulatoire, mais on est très en retard, on n'en fait pas la moitié. Et là, il est certain qu'on est attendu au virage pour faire tout ça en ambulatoire. Donc, est-ce que c'est pour le faire sous local? Mon opinion, c'est probablement non. Mais là, je pense que d'autres auront éventuellement un avis sur le sujet. Est-ce que les autres techniques de chirurgie d'incontinence peuvent se faire en ambulatoire? Le sphincter dont je vais parler après, la réponse est non. On est dans une chirurgie lourde qui n'est pas du tout éligible à l'ambulatoire, à l'anesthésie locale, mais l'ambulatoire, pourquoi pas? Mais là, on rentre plus dans la question de laparoscopie robot-assistée, peut-être se faire en ambulatoire, quel que soit le geste qu'on fait dans l'abdomen, et on en parlera un tout petit peu après. Et quant au ballon en ambulatoire, c'est comme ça que c'est fait actuellement, mais il n'y a aucune donnée puisque c'est une technique qui n'est pas diffusée en France. En conclusion, le traitement des chirurgies locaux d'incontinence, clairement, ça va être promu et poussé en local pour certaines techniques de bandelette. La mini-bandelette, pourquoi pas, mais il faudrait avoir une bonne mini-bandelette évaluée. Et quant à l'ambulatoire, la porte est complètement ouverte à tout passer en ambulatoire, ça je crois vraiment que tout le monde est d'accord, sauf contrainte liée aux patients. Voilà. On peut peut-être poser quelques questions sur l'ambulatoire, parce que le sphincter c'est quand même très différent. Je donne juste un commentaire, c'est qu'il y a aussi un problème du BMSI et de l'argent,
puisque si vous voulez, le code de la bande jusqu'en 2000, alors peut-être que François, c'est mieux, pas 2012 ou 2013, était JDDD 001, il fallait 2 jours de borne basse. Et moi, je sais que oui, mais ça, donc, il a fait attendre le passage, et actuellement, il n'y a plus de borne basse, bien évidemment. Pour cette chirurgie, ça c'est très important. Ma seule question, c'est que je n'ai pas trouvé le chiffre. Nous, si tu veux, on n'aime pas que les patients partent avec un résidu postmissionnaire trop important. Et actuellement, effectivement, quand on met les bandelettes de plus en plus en tension, je devais avoir aussi des chiffres. Quel est le chiffre de patient pour lequel, le soir avant le départ, on est un peu inquiet parce qu'on a un résidu postmissionnaire important, voire une tension durée, mais ça on pourrait dire qu'on n'en a pratiquement pas, parce qu'on élimine la rachis chaque fois que même si maintenant il y a des nouvelles drogues de rachis-anesthésie qui permettent d'avoir une reprise décisionnelle tout à fait immédiate, je pense que c'est déconseillé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur les résidus postmissionnaires et le nombre de patients qu'on n'est pas obligé de garder parce qu'on a un risque de les laisser partir avec une mission totalement incorrecte? Alors, je n'ai pas de chiffre en tête, mais en revanche, il y a une partie de la réponse qui vient de la sélection des patients. Le bilan préopératoire permet chez un certain nombre de patients de prévoir celles qui ont une probabilité plus élevée que les autres de ne pas bien uriner. Et celles-là, on peut les générer différemment, soit en leur mettant un cathéter pubien à l'américaine, soit en leur laissant la sonde, soit en leur ayant appris l'autosondage. Donc je pense que tu vas en parler, mais on voit que quand même on a dans notre sélection des patientes, sans les sortir d'ambulatoire, un moyen de prédire celles pour lesquelles on va gérer différemment. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai pas de chiffre non plus, hein, Richard, je suis désolé. Globalement, on est aux alentours de 10% de patients qu'on va devoir convertir en hospitalisation conventionnelle pour des résidus trop importants. Concernant, si vous me permettez de faire un petit commentaire concernant l'anesthésie locale. Parce que je pense que c'est à l'ère de pénurie d'anesthésistes dans les hôpitaux qu'elle une voie d'avenir. Sauf qu'actuellement, rien n'est fait pour la promouvoir. Moi, j'ai une triste expérience dans mon établissement où, du fait du regroupement des activités et du travail posté des anesthésistes, si vous voulez faire une chirurgie sous anesthésie locale, vous la faites en fin de programme avec du personnel ou pas de personnel compétent, et donc dans des conditions qui sont complètement incompatibles avec la prise en charge. Alors qu'au contraire, on devrait faire l'inverse et faire en sorte que l'anesthésie locale bénéficie des moyens les plus pointus pour que la patiente soit prise en charge en bonnes conditions, notamment avoir quelqu'un à la tête du patient qui lui parle. Parce que l'anesthésie locale simple, si elle n'est pas accompagnée de quelqu'un qui va la rassurer, eh bien elle échoue. C'est proche de l'hypnose. Oui, non, je crois que la question de Loïc est très importante. Et actuellement, enfin, dans le cas de la réorganisation des blocs opératoires, quand il y a certaines spécialités où il y a des types d'interventions relativement nombreuses qui peuvent se faire sous local, c'est le cas en urologie, c'est le cas notamment en orthopédie pour la chirurgie du pied ou des choses comme ça, on a été amené à, dans des structures ambulatoires, créer des salles pour qu'on fasse de l'anesthésie locale dans ces salles-là, pour que les chirurgiens ne soient pas bloqués par le manque d'anesthésie. Et dans le où c'est organisé, on sait que la salle temps, ça sera pour tous les malades qui peuvent être faits sous l'anesthésie locale. Et c'est manifestement une question qu'il faut anticiper dans l'organisation des blocs, voire même dans la construction de nouveaux blocs dans les futures organisations. Pendant que vous posez cette question, je pense que la réflexion du gouvernement, si vous voulez, moi j'ai fait toutes les TDT de la méthode Munsted sous l'anesthésie locale, mais il est clair que ça va déboucher même sur ma question à vous deux. Si on n'a pas à la tête de la patiente quelqu'un qui peut dire une infirmière qui rassure, c'est fondamental, et ça me pose donc la question, est-ce que vous ne croyez pas justement que l'hypnose est une place importante dans le cadre de cette chirurgie? Nous on les fait maintenant, puisqu'on a récupéré François de Denon, on commence à faire les bandages par hypnose, et ça m'a l'air d'être une chose intéressante, et là ça nécessite une personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas des cercles qui disent peut-être méchant au café, bon ça marche. Je te pose non, vas-y, ça va. C'était une question, non, c'était une question sur les bandages rétrogrades en ambulatoire et sous local. Quelle est la proportion actuellement de tous d'autosondage que vous devez faire après la chirurgie, parce que la patiente doit s'autosonder après? Je mets à part les neurologiques, hein, c'est 2 à 3%, c'est très très peu. Et elles ne vont pas forcément y rester. Hein. Mais celles dont on sait qu'elles ont des facteurs de risque, qui ont déjà été opérées, qui ont des déficits résico-contractiles, on leur apprend éventuellement avant et on va se donner un peu de temps sur l'autosondage. Voilà.
Donc en fait, ça n'est pas une gêne. Non, de toute façon, c'est pas une gêne. Parce que dans les services hyper spécialisés qui sont ici, on a tous ce qu'on appelle un bladder scan, c'est-à-dire que les patients qui ont, avant de partir, une miction dont on contrôle le volume, et ensuite on fait un bladder scan, et si le résidu est inférieur à la miction, en général, on les laisse partir et on fait un contrôle éventuellement quelques jours plus tard. On n'a jamais eu de problème, vous êtes tous d'accord, de rétention à domicile, en ordre hydrologique, mais qui sont un problème. Une dernière question sur l'ambulatoire. Non, l'anesthésie non plus. Oui, oui, si, On peut peut-être faire un commentaire pour ce verra. oui, bien sûr. 2007, donc beaucoup promu la chirurgie ambulatoire, puisqu'on était les premiers centres, orienté dans toutes les disciplines avec la mixité de la proximité des urologues qui nous avaient formés aussi à beaucoup de gestes. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est le risque de certaines anesthésies locales dans certaines circonstances, comme ça a été évoqué tout à l'heure, notamment quand on passe d'une technique à l'autre. L'anesthésiste n'est pas forcément concerné par le geste qu'on va faire, il croit que ça n'est plus de son ressort, mais j'ai failli assister à des accidents qui étaient évités de justesse. Donc, voilà. Je crois que ce qu'évoque Christian Charles, c'est fondamental pour ça, Richard, c'est pour la réglementation et la mise aux normes des uns et des autres pour que ce genre d'accident n'existe pas. Mais c'est une organisation très précise qui doit concerner tous les organisateurs, notamment anesthésistes et chirurgiens, avant, en amont. Il y a un problème qui n'est pas le débat ici, c'est que l'ambulatoire, l'anesthésie générale a tellement évolué par rapport au début de notre pratique, quand on faisait de l'anesthésie locale, pardon, c'est parce qu'effectivement l'anesthésie générale était lourde, il n'y a pas d'anesthésiste ici pour vrai, mais il est clair que les anesthésies modernes mais claires, les malades sont réveillés en 10 minutes, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Moi je partage aussi l'avis d'Emmanuel et de Loïc, c'est que l'anesthésie locale chez une patiente, les jambes en l'air, alors il n'y a pas de femmes aujourd'hui, mais quand on commence à écarter les lèvres, etc., il y a une pulsosité dont on pourrait presque s'apercevoir en consultation, et je pense qu'on pourrait dire en consultation, celle-là elle est candidate à la locale, celle-là elle n'est pas candidate à la locale. Parce que si vous voulez, il y a quand même une confiance pour faire cette anesthésie dans une région qui n'est pas très agréable et qui n'est pas faite normalement pour faire l'anesthésie ou autre chose. Il est clair qu'on a des patients qui serrent les cuisses, on pourrait oser faire la locale, on n'arrivera pas. Donc toute cette problématique existe dans ce type de chirurgie où obligatoirement on est les mains au niveau de la vulve. En expérience des ballons sur l'anesthésie locale chez les femmes de plus de 80 ans, c'est que ce n'est pas la chirurgie, l'anesthésie sur la vulve, le vagin qui pose problème, c'est 3/4 d'heure en position gynécologique à 85 ou 90 ans. Et ben, elles ont mal au dos, elles ont mal aux hanches, elles ont mal aux genoux, et c'est ça le problème en fait. C'est la position qui est mal tolérée.